Mon fils de 4 ans est mort en s'étouffant avec des bonbons. Ma belle-mère a crié, tu ne l'as jamais surveillé correctement, les mauvaises mères tuent leur bébé. La famille était d'accord. Mon mari m'a quitté. Des mois plus tard, l'autopsie a révélé que ce n'était pas des bonbons. Quand ma fille de 6 ans a dit, grand-mère a donné les jolies pilules à Benet, son visage est devenu blanc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma belle-mère s'est tenue au-dessus du petit cercueil de mon fils et a hurlé que j'étais une meurtrière. 6 mois plus tard, lorsque la vérité a éclaté, elle m'a supplié de ne pas appeler la police. Mais je m'avance un peu. Laissez-moi vous raconter comment une grand-mère aimante est devenue l'architecte de la destruction de notre famille et comment une poignée de jolies pilules a brisé tout ce que je croyais savoir sur la confiance. Je m'appelle Dina. J'ai 32 ans et j'avais l'habitude de croire que la famille était synonyme de sécurité. J'étais l'infirmière scolaire à l'école primaire de Riverside, celle vers qui les enfants couraient avec des genoux écorchés et des maux de ventre. Les parents me confiaient leur bébé tous les jours, mais je n'ai pas pu protéger mon propre fils de la personne qui prétendait l'aimer le plus. Bennett avait 4 ans quand il est mort. Nous l'appelions Benny, et il était un pur rayon de soleil enveloppé dans un pyjama de dinosaure et des doigts collants. Ce matin-là, il m'avait montré un rocher qu'il avait trouvé dans le jardin, convaincu que c'était un véritable œuf de dragon. « Maman, quand il éclora, on pourra garder le dragon ?» m'a-t-il demandé, ses yeux bleus aussi sérieux que ceux d'un juge. Je lui ai répondu, oui, bien sûr qu'on pourra le garder. Je n'ai jamais su quel nom il lui aurait donné. Sa sœur, Roselyn, avait 6 ans, ma première-née, si prudente, avec des yeux marrons qui remarquaient tout. C'était le genre d'enfant qui rangeait ses crayons de couleur par couleur et se souvenait toujours où je laissais mes clés. La petite tête de maman, je l'appelais, et elle portait ce titre comme une couronne. Le jour où Benny est mort, elle coloriait un dessin de notre famille. 4 bonshommes allumettes et un chien que nous n'avions pas, mais qu'elle désirait désespérément. Des rêves d'enfance normaux sur un morceau de papier de construction qui allait devenir une preuve. Mon mari, Philippe, travaillait comme comptable en ville, le genre d'homme qui tenait notre chéquier au centime près et n'oubliait jamais de faire la vidange de nos voitures. Nous étions mariés depuis 8 ans, ensemble depuis l'université, vivant dans la parfaite maison de banlieue que sa mère nous avait aidé à acheter. Cette maison était censée être notre foyer pour toujours. Au lieu de cela, elle est devenue une scène de crime où personne ne savait qu'un crime avait été commis. Et puis il y avait Judith, ma belle-mère, 58 ans, une pharmacienne à la retraite qui entretenait ses cheveux argentés en un carré parfait et ses opinions sur mon éducation en quantité inépuisable. Elle habitait à 3 pâtés de maison, assez près pour passer à l'improviste, assez loin pour maintenir l'illusion de limite. Chaque dimanche, elle apportait sa fameuse tourte aux pommes de terre et une nouvelle critique déguisée en conseil utile. Dina, ma chère, Benny semble hyperactif. As-tu envisagé de supprimer le sucre de son alimentation? Ou Roselyn est trop silencieuse. Tu devrais l'inscrire à des cours de danse pour la décoincer. Ma sœur cadette, Mallory, était ma bouée de sauvetage. La seule personne qui ait jamais dit à Judith de se calmer. À 29 ans, elle était célibataire, farouche et dévouée à son rôle de super tante qui donnait en douce un dessert supplémentaire à mes enfants et leur apprenait des jeux de cartes que je faisais semblant de ne pas remarquer. Cette femme critiquerait ta façon de respirer si elle le pouvait, disait Mallory après les dîners du dimanche. Ne la laisse pas t'atteindre. Mais Judith était déjà dans ma tête, plantant des graines de doute sur chaque décision parentale que je prenais. Benny était-il trop énergique? Roselyn était-elle trop renfermée? Est-ce que je travaillais trop? Pas assez. Les questions se multipliaient comme des cellules, se propageant dans ma confiance jusqu'à ce que je remette tout en question. La journée où tout a basculé a commencé par des moments si ordinaires. Benny a renversé du jus d'orange sur son t-shirt T-Rex préféré au petit déjeuner. Roselyn m'a rappelé son exposé de demain. Philippe nous a tous embrassés pour nous dire au revoir, en retard pour une réunion matinale. J'étais censé faire le grand ménage de la maison pendant que les enfants passaient la journée chez Judith. Elle l'avait proposé la veille, en me tapotant la main de ses doigts manucurés. Tu as l'air épuisée, ma chère. Laisse-moi les prendre pour la journée. Tu as besoin d'une pause. J'aurais dû dire non. C'est la pensée qui me hante. Celle qui me réveille à 2h47 du matin chaque nuit, l'heure exacte à laquelle Philippe a appelé pour dire que Benny était à l'hôpital. J'aurais dû garder mes bébés avec moi. J'aurais dû faire confiance à mon instinct plutôt qu'à son insistance. J'aurais dû savoir que parfois, les personnes les plus dangereuses viennent avec des gratins et vous appellent « ma chère », mais je ne le savais pas.
J'ai embrassé mes enfants pour leur dire au revoir ce matin-là, je leur ai dit d'être sages pour mamie, et j'ai passé les dernières heures normales de ma vie à récurer le carrelage de la salle de bain, ignorant qu'à 3 pâtés de maison de là, ma belle-mère tendait à mon fils sa mort déguisée en bonbon, pendant que ma fille regardait et se souvenait de chaque détail qui nous sauverait tous plus tard. La vie dans notre maison de la banlieue de Minneapolis était parfaite sur le papier. Nous avions la maison coloniale à 2 étages avec des volets bleus, le genre que les agents immobiliers appellent « familial », avec son jardin clôturé et sa rue bordée d'arbres. Philippe et moi avions travaillé si dur pour cette vie, économisant chaque centime, faisant des heures supplémentaires, rêvant de la famille que nous élèverions derrière ces volets bleus. Benny est né un matin de décembre enneigé, arrivant avec 2 semaines d'avance comme s'il était impatient de se joindre à la fête. Dès le premier jour, il n'était que mouvement et bruit, un minuscule ouragan d'enthousiasme qui abordait la vie comme le plus beau cadeau qu'il ait jamais reçu. À 4 ans, il a développé une obsession pour les dinosaures qui frisait l'érudition. Il connaissait la différence entre un Parasaurolophus et un Corythosaurus. Il pouvait vous dire à quelle période ils vivaient, ce qu'ils mangeaient, s'ils étaient de gentils ou de méchants dinosaures. Celui-ci est un pachycéphalosaure, maman, expliquait-il en brandissant une figurine en plastique. Il se cognait la tête comme des béliers, mais pas pour être méchant, juste pour dire bonjour. Puis il cognait doucement son front contre mon genou, gloussant de sa propre démonstration. Roselyne était différente, née prudente et contemplative. Tandis que Benny fonçait dans la vie, elle l'observait, traitant tout à travers ses yeux marrons attentifs. Elle organisait les dinosaures de Benny par taille pendant qu'il faisait la sieste, créait des histoires élaborées avec ses poupées, où tout le monde suivait les règles et personne ne se blessait. À 6 ans, elle pouvait déjà lire des romans pour enfants, préférant passer les samedis matins blottis à côté de moi sur le canapé avec La toile de Charlotte ou Mathilda, pendant que Benny construisait des tours de blocs juste pour les démolir. « Pourquoi fait-il ça, maman ?» demanda-t-elle une fois, en regardant son frère détruire sa propre création avec joie. « Parce que parfois, le plaisir est dans la construction, pas dans la conservation, lui ai-je dit, bien que je sache qu'elle ne comprendrait jamais tout à fait cette philosophie. » Philippe était la stabilité entre nos 2 extrêmes. Chaque soir à 18h15, sa voiture se garait dans l'allée. À 18h17, Benny grimpait sur lui comme sur une cage à poules pendant que Roselyne attendait son tour pour un vrai câlin. Nous dînions ensemble à la table ronde de la cuisine. Philippe demandait à chacun comment s'était passée sa journée avec un intérêt sincère, rendant même les histoires décousues de Benny sur ses aventures à la cour de récréation importantes. Et puis Tommy a dit, « Les dinosaures ne sont plus réels, mais je lui ai dit qu'ils dorment juste dans les rochers », rapportait Benny, de la sauce spaghetti sur le menton. « C'est une théorie, » disait Philippe sérieusement. « Qu'en penses-tu, Roselyne ?» Elle réfléchissait attentivement. « Je pense qu'ils sont devenus des oiseaux. C'est ce que dit mon livre de la bibliothèque. C'était notre rythme, notre normalité. Le chaos du petit déjeuner, le travail et l'école, les retrouvailles du soir, les histoires pour s'endormir, les week-ends au parc, les courses avec 2 enfants qui se disputaient le choix des céréales, les soirées cinéma en famille où Benny s'endormait toujours à mi-parcours. Mais les dimanches appartenaient à Judith. Elle arrivait à 16h précises, portant son plat à gratin couvert comme un passeport pour notre maison. La routine ne variait jamais. Elle embrassait d'abord Philippe, son fils bien-aimé, puis me saluait d'un baiser en l'air qui n'effleurait jamais ma joue. Les enfants recevaient de vrais câlins, bien que j'ai remarqué qu'elle tenait Benny une seconde de plus que Roselyne, lissant ses cheveux en bataille de ses mains possessives. « Comment va mon meilleur garçon ?» roucoulait, et je me mordais la langue face à ce favoritisme. Pendant le dîner, elle me bombardait de questions déguisées en conversation. « Travailles-tu toujours à plein temps, Dina ? Ça doit être si dur pour les enfants. » J'ai lu un article sur la limitation du temps d'écran. « Combien d'heures autorises-tu ? » Philippe ne semblait jamais entendre le tranchant dans sa voix. Les implications subtiles que j'échouais en tant que mère en ayant une carrière, en n'étant pas à la hauteur de la norme impossible qu'elle s'était fixée dans son esprit. Quand j'en parlais plus tard, il balayait ça d'un revers de main. Elle a élevé 3 enfants pratiquement seule après la mort de papa. Elle veut juste partager son expérience. Mais l'expérience de Judith venait d'une autre époque, où les mères restaient à la maison et où les enfants devaient être vus mais pas entendus. Elle regardait avec une désapprobation à peine dissimulée comment je négociais avec Benny au sujet des légumes, comment je laissais Roselyne choisir ses propres vêtements même s'ils n'étaient pas assortis. De la structure, Dina, disait-elle en aidant à débarrasser des assiettes que je ne lui avais pas demandé de toucher. Les enfants s'épanouissent avec de la structure et des limites claires.
Quand Philippe et ses frères et sœurs étaient jeunes, ils savaient exactement ce qu'on attendait d'eux. Pas de négociation, pas de débat. Pourtant, malgré toutes ces critiques, elle adorait être grand-mère. Elle apportait des petits jouets du magasin à $1, des bonbons sans sucre qu'elle insistait être plus sains, des livres qu'elle jugeait plus appropriés que ceux que je choisissais. Les enfants l'adoraient, surtout Benny, qui ne voyait que les friandises et l'attention, pas la sape de l'autorité de sa mère qui les accompagnait. Avec le recul, je peux voir les signes que j'ai manqués. La façon dont Benny était toujours plus calme après lui avoir rendu visite. Comment Rosselin disait parfois que son ventre lui faisait mal après être allé chez mamie. J'attribuais cela à trop de friandises, à l'excitation d'une routine différente. Je n'ai jamais imaginé la vérité. Ce mardi-là a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis réveillé avec Benny debout à côté de mon lit, son pyjama de dinosaure tout torsadé par le sommeil, tenant son vélociraptor préféré. « Maman, est-ce que les raptors peuvent manger des pancakes ?» a-t-il demandé comme si c'était la question la plus urgente du monde. Seulement les mardis, lui ai-je dit, le tirant dans le lit pour un câlin rapide avant que la journée ne commence. Rosselin était déjà habillée quand nous sommes descendus, ses cheveux soigneusement brossés, portant la robe violette qu'elle avait préparée la veille. Elle avait mis la table pour le petit déjeuner, chaque set de table parfaitement aligné. « Je t'ai fait du café, maman », annonça-t-elle fièrement, montrant ma tasse préférée remplie d'eau tiède et d'une grosse cuillerée de café instantané flottant à la surface. « C'est parfait, ma chérie. Merci. » J'avais pris un jour de congé maladie de la clinique scolaire, prévoyant de faire un grand nettoyage pendant que les enfants étaient chez Judith. La maison avait été un chaos ces derniers temps avec les événements de fin d'année scolaire, et j'avais désespérément besoin de rattraper mon retard. Quand Judith a appelé lundi soir, proposant de les prendre pour toute la journée, j'avais hésité. « Tu as besoin d'une pause, Dina ?» avait-elle insisté. « Je vois à quel point tu es épuisée. Laisse-moi t'aider. Les enfants adorent passer du temps avec moi, et tu pourras faire tes affaires sans interruption. » Philippe avait été d'accord. « Accepte l'aide, chérie. Maman a raison. Tu t'es épuisée à la tâche. » Alors ce matin-là, j'ai préparé leur sac avec des collations, des bouteilles d'eau et des vêtements de rechange. Benny a insisté pour apporter 3 dinosaures pour sa protection, et Rosselin a soigneusement placé son livre de coloriage et ses nouveaux 64 crayons de couleur dans son sac à dos. « Soyez sages pour mamie », ai-je dit, en les embrassant tous les deux à la porte d'entrée de Judith. « On est toujours sages, maman », a dit Benny, se dirigeant déjà vers le salon où Judith gardait un panier spécial de jouets juste pour eux. Judith se tenait sur le seuil, impeccable comme toujours, en pantalon kaki repassé et pull corail. « Ne t'inquiète de rien. Nous allons passer une journée merveilleuse. Va profiter de ta paix et de ton calme. » J'ai passé la matinée à récurer les salles de bain, à organiser les placards, m'attaquant enfin à la salle de jeu qui ressemblait à un champ de bataille de dinosaures. Je pliais le linge quand mon téléphone a sonné à 14h47. Le nom de Philippe sur l'écran m'a fait sourire. Il n'appelait jamais pendant le travail. « Salut chérie, quoi de neuf ?»« Dina ? C'est maman. » Sa voix était fausse. Complètement fausse, creuse et tendue. « Benny est à l'hôpital. Il s'est étouffé avec quelque chose. Tu dois venir tout de suite. » Le trajet jusqu'à l'hôpital pour enfants de Minneapolis fut à la fois instantané et éternel. J'ai grillé des feux rouges, mes mains tremblant sur le volant, des prières que je n'avais pas dites depuis mon enfance s'échappant de mes lèvres. « S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, fais qu'il aille bien. Ce n'est qu'un bébé. S'il te plaît. » Je les ai trouvés dans la salle d'attente des soins intensifs pédiatriques. Judith était assise, tenant Rosselin, qui semblait incroyablement petite dans le fauteuil surdimensionné. Philippe faisait les 100 pas, sa cravate desserrée, sa chemise sortie du pantalon. Sa sœur Nora était là, ainsi que son frère Thomas, bien que je n'ai pas pu comprendre comment ils étaient arrivés si vite. Où est-il ? Où est mon bébé ? Je les ai bousculés pour me diriger vers les portes des soins intensifs. Judith m'a attrapé le bras, ses doigts s'enfonçant assez fort pour me faire un bleu. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas laisser de bonbons traîner dans la maison. Il a fouillé dans ton sac à main pendant que j'aidais Rosselin avec son coloriage. Quoi ? Je ne garde pas de bonbons dans mon sac. Ne mens pas maintenant. Sa voix s'est élevée jusqu'à devenir presque un cri. Les ambulanciers ont trouvé des morceaux de bonbons rouges. J'ai essayé de les lui enlever, mais il en avait déjà avalé. Tu ne le surveillais jamais correctement. Tu étais toujours trop occupée par ton travail, toujours distraite. Je t'ai dit que les enfants ont besoin de surveillance à chaque seconde.
Maman, arrête, dit faiblement Philippe. Mais elle prenait de l'ampleur. Cet enfant mettait toujours des choses dans sa bouche parce que tu ne lui as jamais appris à ne pas le faire. Trop permissive, trop paresseuse pour fixer des limites appropriées. Et maintenant, regarde ce qui s'est passé. Les portes à 2 battants se sont ouvertes. Un médecin en blouse est sorti. Et j'ai su rien qu'à son visage. J'ai su avant qu'il n'ouvre la bouche, avant qu'il ne prononce les mots qui allaient diviser ma vie en un avant et un après. Madame Patterson, je suis le docteur Reese. Nous devons parler de Bennett. Il nous a conduits dans une petite pièce avec une boîte de mouchoirs sur chaque surface. Les mots sont venus par fragments que mon esprit ne pouvait pas assembler en un sens. N'avons pas pu dégager complètement les voies respiratoires, trop de gonflements, arrêt cardiaque, avons fait tout ce que nous pouvions, tellement désolés. Benny est mort à 15h23. Je n'ai pas pu le tenir dans mes bras. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Il est mort entouré d'étrangers qui essayaient de le sauver pendant que j'étais à la maison à plier ses draps de dinosaure, à ranger ses jouets, à préparer sa chambre pour un garçon qui ne rentrerait jamais. La dernière chose que je lui avais dite était « Sois sage ». La dernière chose qu'il m'avait dite était « On est toujours sage, maman ». Il l'était. Il était toujours sage. Il était parfait. Les funérailles furent un brouillard de vêtements noirs et de gratins, de voix feutrées et de l'odeur doucereuse et écœurante d'hélice. Benny avait l'air étrange dans le petit costume que Judith avait insisté pour acheter. Rien à voir avec le garçon aux cheveux en bataille qui vivait en pyjama de dinosaure. J'avais voulu l'enterrer dans son t-shirt T-Rex, mais Philippe a dit que sa mère avait raison. Que Benny devait avoir l'air présentable. Présentable pour qui ? Avais-je hurlé. Il a 4 ans. C'est mon bébé. Mais j'ai perdu cette bataille. Comme je perdais tout le reste. Lors du service, Judith s'est positionnée comme la grand-mère éplorée, acceptant les condoléances comme dans une file d'attente pendant que j'étais assise, figée, au premier rang. Quand les gens s'approchaient de moi, elle les interceptait. « Diana ne va pas bien », chuchotait-elle. La culpabilité, vous comprenez. Quand la négligence d'une mère cause quelque chose comme ça, le fardeau est insupportable. Les chuchotements se sont répandus dans l'église comme du poison. Je pouvais sentir le changement dans la façon dont les gens me regardaient. La sympathie se transformant en jugement. La famille de Philippe s'est serré les coudes autour de Judith. Sa sœur Nora m'a coincé près des toilettes. « Dina, nous sommes tous en deuil, mais tu dois prendre tes responsabilités. Maman dit que tu laissais régulièrement des bonbons à portée de main. » Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais. Le déni ne le ramènera pas, a-t-elle dit, s'éloignant avant que je puisse répondre. 2 semaines après les funérailles, je suis rentré de l'épicerie pour trouver Philippe en train de faire des valises dans notre chambre. Pas ses vêtements, ceux de Rosla. Qu'est-ce que tu fais ? Il ne voulait pas me regarder. Maman pense qu'il est préférable que Roslin reste avec elle pendant un certain temps, juste temporairement. Elle a besoin de stabilité en ce moment, et tu fonctionnes à peine. Elle a besoin de sa mère, n'est-ce pas ? Il a finalement croisé mon regard, et la haine que j'y ai vue m'a coupé le souffle. Sa mère qui n'a pas pu garder son frère en sécurité. Qui a laissé des bonbons là où un enfant de 4 ans pouvait les atteindre. Chaque fois que je te regarde, Diana, je le vois s'étouffer pendant que tu n'étais pas là. Pendant que tu étais à la maison à faire le ménage au lieu de surveiller notre fils. Je n'étais même pas là. Ta mère le surveillait parce que tu lui as demandé de le faire. Parce que tu avais besoin d'une pause. Toujours besoin de pause. Toujours trop fatigué, trop occupé, trop quelque chose pour être juste une mère. Il est parti ce soir-là avec Roslin, qui s'est accroché à moi à la porte. Je ne veux pas y aller, maman. S'il te plaît, ne me fais pas y aller. C'est juste pour quelques jours, ma chérie, ai-je menti en lui lissant les cheveux. Sois sage pour papa et mamie. Ces quelques jours se sont transformés en semaines. Philippe m'a signifié les papiers de séparation. Judith a demandé des droits de visite de grands-parents, affirmant que j'étais une mère inapte, noyée dans le chagrin et la culpabilité. Mon temps de visite avec Roslin a été réduit à des heures supervisées chez Judith, où elle planait au-dessus de nous, corrigeant tout ce que je disais ou faisais. Ne lui remplis pas la tête de fantasmes, lâchait-elle quand je lisais des histoires à Roslin. Les enfants ont besoin de vérité, pas de contes de fées. La maison est devenue un mausolée. Je m'asseyais dans la chambre de Benny pendant des heures, tenant son stégosaure en peluche, respirant l'odeur de lui qui s'estompait sur son oreiller. Seule Mallory passait encore, apportant de la nourriture que je ne pouvais pas manger, s'asseyant avec moi en silence quand les mots étaient trop lourds. Un soir, elle m'a trouvé en train de fouiller obsessionnellement dans mon sac à main.
Le même sac à main dont Judith prétendait qu'il contenait les bonbons. Dina, c'est de la folie. Regarde ça. Des mouchoirs, du désinfectant pour les mains, des comprimés de glucose pour ton diabète, un épipène, les clés de la maison. Où sont tous ces bonbons que tu avais soi-disant? Elle a dit que les ambulanciers ont trouvé des morceaux rouges. Des bonbons rouges alors que tu es allergique au colorant rouge numéro 40. Comme par hasard. Quand as-tu soudainement commencé à te promener avec quelque chose qui pourrait te tuer? Cela m'a laissé bouche bée. Elle avait raison. Je n'y avais pas pensé dans le brouillard du deuil. Mais je ne mangeais jamais rien de rouge, n'achetais jamais rien de rouge. Une ingestion accidentelle à l'université m'avait appris cette leçon avec de l'urticaire et un voyage aux urgences. J'ai besoin du rapport d'autopsie, ai-je dit, quelque chose s'animant dans ma poitrine pour la première fois depuis des semaines. Voilà qui est mieux, a dit Mallory. Quelque chose ne va pas ici. Batte-toi, Dina. J'ai appelé le bureau du médecin légiste le lendemain matin, puis de nouveau cet après-midi-là, puis tous les jours pendant une semaine jusqu'à ce qu'ils connaissent ma voix. Ces choses prennent du temps, Madame Patterson. Toxicologie complète, analyse détaillée. Cela pourrait prendre 6 à 8 mois. Ma fille a besoin de moi maintenant. Mon mari me quitte maintenant. Je perds tout maintenant. Je comprends, mais nous avons des procédures. Le cas n'est pas marqué comme suspect, donc ce n'est pas une priorité. J'ai commencé à documenter tout ce dont je pouvais me souvenir. Ce que Benny a mangé au petit déjeuner ce jour-là, ce qu'il y avait dans son sac à dos, chaque mot que Judith avait dit à l'hôpital. J'ai fait des listes de tous les bonbons que je connaissais qui existaient en rouge. Hot Tamal, Swedish Fish, Twizzler, Red-O. Rien de tout cela n'avait de sens. Même si j'en avais eu, Benny savait qu'il ne fallait pas prendre les choses sans demander. J'avais appris aux 2 enfants à se méfier des étrangers, à ne pas manger de substances inconnues, à demander avant de prendre de la nourriture. Quelque chose n'allait pas dans cette histoire. J'avais juste besoin de temps pour le prouver. 8 mois s'étaient écoulés depuis la mort de Benny. 8 mois de chambre vide et de cabinet d'avocat, de visites supervisées où je pouvais à peine serrer ma fille dans mes bras sans que Judith ne critique ma technique. Les papiers du divorce traînaient sur mon comptoir de cuisine à côté des avis de saisie parce que je ne pouvais pas payer l'hypothèque seule. J'avais perdu 10 kilos, arrêté de répondre aux appels de collègues inquiets, existant grâce au café et à la détermination pure de prouver que je n'étais pas le monstre qu'ils avaient dépeint. Le bureau du médecin légiste a appelé un jeudi après-midi alors que la pluie martelait les fenêtres. Madame Patterson, le rapport d'autopsie complet de votre fils est prêt à être récupéré. J'ai conduit à travers la tempête, faisant de l'aquaplaning 2 fois, ne me souciant pas d'enrouler ma voiture autour d'un arbre tant que j'y arrivais la première. Le commis m'a remis une enveloppe en manille qui ne pesait rien et tout à la fois. Je me suis assise dans ma voiture dans le parking, la pluie tambourinant sur le toit, et je l'ai déchirée. Des pages de terminologie médicale, de mesures, d'observation. Puis je l'ai trouvé. Le rapport toxicologique. Obstruction par corps étranger identifiée comme de multiples comprimés de phénobarbital partiellement dissous, enrobés d'une coque de confiserie rouge, commercialisés sous la marque Luminal, couramment prescrit pour les troubles épileptiques et le tremblement essentiel. Comprimés modifiés avec un enrobage de bonbons pour ressembler à des articles de confiserie. Phénobarbital. Le médicament de Judith. Je me souvenais maintenant avec une clarté cristalline des dîners du dimanche où elle s'excusait pour prendre ses pilules pour les nerfs, le flacon blanc distinctif qu'elle gardait dans son sac à main. Pour mon tremblement, avait-elle expliqué une fois quand Rosselin avait posé des questions sur les jolies pilules rouges. Le médicament spécial de mamie. J'ai vomi si violemment que je pouvais à peine démarrer la voiture. J'ai conduit directement chez Judith à travers la pluie, le rapport serré contre le volant. Pas de plan, pas de script, juste une rage si pure qu'elle a brûlé 8 mois de chagrin et de culpabilité. Philippe a ouvert la porte, Rosselin à côté de lui en pyjama, bien qu'il ne soit que 18 heures. Ma fille avait l'air plus mince, pâle, son étincelle s'était atténuée jusqu'à devenir à peine une braise. Dina, ce n'est pas ton jour de visite. Nous devons parler, maintenant. Quelque chose dans ma voix l'a fait reculer. Je l'ai poussée pour entrer dans le salon où Judith était assise dans son fauteuil inclinable, faisant des mots croisés comme si le monde ne s'était pas arrêté il y a 8 mois. J'ai claqué le rapport sur la table basse. Lis-le. Dina, vraiment? Ce mélodrame? Philippe a pris les papiers, son visage changeant à mesure qu'il comprenait les mots. Maman, qu'est-ce que le phénobarbital? Le crayon de Judith s'est arrêté de bouger. C'est mon médicament. Tu le sais bien.
Ce n'était pas des bonbons, ai-je dit, ma voix d'un calme mortel. Les morceaux rouges que les ambulanciers ont trouvés. C'était ton médicament, Judith. Tes pilules ont tué mon fils. Le crayon est tombé de sa main. C'est impossible. C'est absolument impossible. Comprimé de phénobarbital avec un enrobage de bonbons rouges. Ton médicament de spécialité dont tu parlais tout le temps, ce que la pharmacie te préparait spécialement parce que tu ne pouvais pas avaler les pilules normales. Mamie a donné les jolies pilules à Benny. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers Rosselin. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, sa petite voix tranchant la tension comme un scalpel. « Qu'est-ce que tu as dit, ma chérie ?» Je me suis avancé vers elle, mais elle regardait Judith. De son flacon spécial. Les rouges qui ressemblent à des bonbons. Elle les a donnés à Benny pendant qu'on coloriait. Elle a dit que c'était des friandises pour avoir été sage quand tu n'étais pas là, maman. Elle a dit que tu n'autorisais pas les friandises, mais que celles de mamie étaient différentes. Elle m'a dit de ne pas le dire parce que tu serais jalouse que je n'en ai pas eu. Rosselin, ma chérie, tu te trompes, a commencé Judith. Mais Philippe bougeait déjà, tirant Rosselin contre lui pour la protéger. Elle lui en a donné avant, aussi, a continué Rosselin, les mots se déversant comme une digue qui cède. Plein de fois. Elle a dit que ça l'aidait à être un bon garçon, pas si agité. Elle a dit que maman serait plus heureuse si Benny était plus calme, mais qu'on ne pouvait pas le dire, sinon maman enlèverait le médicament spécial de mamie. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de la pluie contre les fenêtres. Le visage de Philippe était devenu gris, ses bras se resserrant autour de Rosselin comme si Judith pouvait la lui arracher. « Maman » a-t-il murmuré. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas donné à mon fils tes médicaments sur ordonnance. » La bouche de Judith s'est ouverte et fermée, son visage soigneusement composé s'effondrant. Je pensais que c'était des pastilles à la menthe. La pharmacie m'a donné le mauvais flacon une fois. Ça ressemblait à des bonbons. Enrobage de bonbons rouges. Je ne savais pas. Tu ne savais pas? Ma voix montait. Tu es une pharmacienne à la retraite. Tu ne savais pas que tu donnais du phénobarbital à un enfant de 4 ans? C'était un accident, une erreur. Mais si tu l'avais surveillé correctement, si tu avais été là au lieu de toujours me les refiler, tu as proposé de les garder. Tu as insisté. Tu as dit que j'avais l'air fatigué. Que j'avais besoin d'une pause. Parce que c'était le cas. Tu échouais en tant que mère. Les 2 enfants étaient incontrôlables. Pas de discipline, pas de structure. J'aidais. Le médicament le calmait, le rendait gérable. L'aveu flottait dans l'air comme un nœud coulant. Même elle a réalisé ce qu'elle venait d'avouer, sa main volant pour couvrir sa bouche. Tu savais, a dit Philippe, la voix brisée. Tu savais exactement ce que tu lui donnais. S'il vous plaît, n'appelez pas la police, a supplié Judith, tombant littéralement à genoux sur le tapis de son propre salon. C'était un accident. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. J'aimais ce garçon plus que tout. Tu aimais le contrôler, ai-je dit en sortant mon téléphone. Tu aimais l'idée d'un petit-fils qui restait assis et silencieux. Tu as drogué mon bébé parce qu'il était trop vivant à ton goût. L'appel au 911 a été bref. Décès d'un enfant 8 mois auparavant. Nouvelle preuve d'empoisonnement. Aveu enregistré sur mon téléphone. Ils sont arrivés en quelques minutes. 2 officiers qui semblaient à peine plus âgés que des étudiants ont emmené Judith menottée pendant qu'elle sanglotait en parlant d'accidents et de bonnes intentions. Le procès a duré 3 semaines. L'accusation a révélé que Judith médicamentait les 2 enfants depuis près d'1 an. Les mystérieux maux de ventre de Rosselin après être allé chez mamie étaient des effets secondaires de doses plus faibles. Le calme inhabituel de Benny après les visites était dû aux pilules qui fonctionnaient comme prévu. Elle croyait sincèrement qu'elle aidait, créant des petits-enfants mieux élevés dont son fils pourrait être fier. Les dossiers de la pharmacie ont montré qu'elle renouvelait son ordonnance 2 fois plus souvent qu'elle n'aurait dû en avoir besoin. Interrogée, elle a admis avoir écrasé des pilules dans du jus, les avoir cachées dans du pudding, et oui, les avoir données entières comme des friandises spéciales que seuls les grands-parents pouvaient fournir. J'essayais d'aider Dina, a-t-elle témoigné, toujours incapable de voir son crime. Elle était dépassée. Les enfants souffraient d'un manque de discipline. Un petit médicament pour les calmer semblait inoffensif. Elle a écopé de 3 ans de prison pour homicide involontaire et mise en danger d'enfant. Le juge a qualifié ses actions de « violation grotesque de la confiance » et a révoqué rétroactivement sa licence de pharmacienne. 3 ans pour une vie sans mon fils. Cela ne ressemblait pas à la justice, mais rien ne le pouvait.
Philippe a essayé de sauver notre mariage. Il s'est présenté à la maison avec des fleurs, avec des excuses, avec des larmes que je ne l'avais jamais vu verser auparavant. J'aurais dû te croire, a-t-il dit, s'agenouillant à côté de ma chaise un soir. J'aurais dû te soutenir. Quand tu avais le plus besoin de moi, j'ai choisi ma mère. Je t'ai manqué à tous les égards qu'un mari puisse manquer. Tu ne m'as pas seulement manqué, lui ai-je dit. Tu m'as abandonné. Tu as pris ma fille quand je me noyais. Tu as laissé ta famille me traiter de meurtrière. Tu m'as regardé avec une telle haine, Philippe. Je ne peux pas oublier ce regard. S'il te plaît, Dina, pour Rosselin. Rosselin mérite mieux que des parents qui restent ensemble par culpabilité. C'est fini. Le divorce a été prononcé 6 mois après la condamnation de Judith. J'ai obtenu la garde principale de Rosselin, la maison et des excuses écrites officielles de Philippe que je n'ai jamais demandées, mais qu'il a insisté pour fournir. Il voit Rosselin un week-end sur 2, la récupère à l'école le mercredi. Nous sommes civils, même amicaux parfois. Mais la confiance a disparu pour toujours. Mallory nous a aidés à déménager de l'autre côté de la ville, loin des souvenirs qui hantaient chaque recoin. Notre nouvel appartement est plus petit mais plus lumineux, avec vue sur un parc où Rosselin aime lire sous les chênes. Elle suit une thérapie 2 fois par semaine, travaillant sur la culpabilité de n'avoir parlé à personne des « jolies pilules » plus tôt. Je pensais que je faisais bien en gardant le secret, m'a-t-elle dit un soir, blottie contre moi sur le canapé. Mamie a dit que les gentilles filles ne rapportent pas. Les gentilles filles protègent leurs frères. Je lui ai dit que tu étais trop petite pour comprendre ce qui se passait. Rien de tout cela n'était de ta faute. C'était la faute de mamie? J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Mamie a fait des choix dangereux parce qu'elle pensait mieux savoir que tout le monde. Elle a fait du mal aux gens qu'elle prétendait aimer parce qu'elle se souciait plus du contrôle que de la sécurité. Oui, ma chérie. C'était la faute de mamie. Je travaille toujours comme infirmière scolaire, mais maintenant je regarde les enfants différemment. Je documente tout, je questionne chaque symptôme inexpliqué, je vérifie 2 fois chaque registre de médicaments. Quand des grands-parents viennent chercher des enfants malades, je guette les signes que j'ai manqués auparavant. Tous les dangers ne s'annoncent pas. Parfois, ils viennent enveloppés d'amour et de bonnes intentions. Le mois dernier, pour ce qui aurait été le 6e anniversaire de Benny, Rosselin et moi sommes allés sur sa tombe avec un T-Rex en jouet et un cupcake au chocolat. Tu penses qu'il sait qu'il nous manque? A demandé Rosselin, en arrangeant le dinosaure juste comme il faut contre sa pierre tombale. Je pense qu'il sait que nous l'aimons, ai-je dit. Pour toujours et à jamais. Maman, es-tu toujours triste? Chaque jour. Mais je suis reconnaissante aussi. Reconnaissante de l'avoir eu pendant 4 ans. Reconnaissante que tu sois là avec moi. Reconnaissante que la vérité est enfin éclatée. Nous sommes restés là alors que le soleil se couchait. La main de ma fille dans la mienne. 2 survivantes de l'amour tordu d'une grand-mère. La leçon la plus difficile que j'ai apprise. Parfois, les personnes qui prétendent vous aimer le plus sont celles capables du plus grand mal. La confiance est précieuse et fragile, et une fois brisée, elle ne peut jamais guérir complètement. Mais nous guérissons quand même, Rosselin et moi, un jour à la fois. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, veuillez la partager avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre que l'instinct d'une mère a généralement raison. Aimez cette vidéo si elle a résonné en vous, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies de survie, de justice et de la force de se reconstruire après une perte inimaginable. Vos commentaires comptent énormément, alors n'hésitez pas à partager vos pensées ci-dessous.